Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Psychologie de comptoir. Aujourd'hui nous allons revenir à la base des bases puisque nous allons revenir au sujet de l'épisode 2 et qui est le seul épisode de ma chaîne qui a des milliers de vues, je ne sais pourquoi, l'évolution des personnages. Mais aujourd'hui nous n'allons pas nous intéresser aux personnages principaux car je pense qu'on a assez abordé le sujet jusqu'ici et il sera encore abordé par la suite, mais des personnages secondaires. Mais d'abord, petite introduction sur l'évolution purement théorique. Un personnage, principal ou récurrent, se doit d'évoluer, d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas obligé d'évoluer de tout en tout, mais il faut qu'il évolue. Pourquoi ? Eh bien on va voir ça avec un petit exemple. Nous sommes dans un film d'action. Le personnage principal, interprété au choix par Tom Cruise, Dwayne Johnson ou Bruce Willis, est un personnage tout puissant. Il a tout. La famille, les amis, la carrière, la force, il est gentil, il est beau, il est amical, il est attentionné, bref, tout. Quand le méchant arrive pour détruire la Terre, il est si intelligent qu'il arrive à déjouer son plan et à l'éliminer. La fin se termine bien, le personnage n'a rien gagné et n'a rien perdu. Question : quel est l'intérêt ? Peut-être que dans la tête de certains fans de manga, le nom de Saitama va popper dans la tête suite à cette description. Présentation brève pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Saitama est le personnage principal de One Punch Man, écrit et scénarisé par One, aussi auteur du manga Mob Psycho 100. Dans la première saison, Saitama est présenté ainsi dès le premier épisode. C'est l'homme le plus fort du monde. Personne ne peut le battre sans aucune exception de l'épisode 1 à l'épisode 10 du monstre légendaire à la nuée de héros contre lui. Vous comprendrez donc que d'un point de vue physique, le personnage ne peut plus rien gagner. Mais du coup, qu'est-ce qu'il gagne ? Quel est l'intérêt de regarder une série dont on connaît la fin puisqu'il va gagner ? Bon, d'abord il y a quand même la curiosité de est-ce qu'il est si fort que ça ou est-ce qu'il n'a pas encore rencontré l'homme, la créature la plus forte du monde, mais aussi car Saitama a une catégorie psychologique socio-culturelle assez pauvre. C'est à travers Genos qu'il se développe, sortant dans le vrai monde, s'inscrivant dans une communauté de super-héros, se faisant un ami à travers lui, c'est là qu'il y aura un véritable challenge pour le personnage. La saison 2 m'est encore inconnue au moment où j'écris ce passage, mais ce qui serait à supposer c'est que Saitama ne perde pas à cause de sa force mais à cause d'une faiblesse émotionnelle qu'il développera à l'attention de ses éventuels futurs amis. Dans tous les cas et comme vous avez dû le comprendre, il faut évoluer. Pour reprendre l'exemple typique du film d'action, même si ça ne paraît pas, un héros qui excelle dans son domaine doit forcément s'améliorer pour s'adapter à son ennemi. Amélioration des habilités déjà acquises, évolution émotionnelle envers un personnage tiers, adaptation du milieu aux conditions du film, etc. Il faut que d'une manière ou d'une autre votre personnage évolue. Et si c'est le cas des personnages principaux, les personnages secondaires ou dits récurrents fonctionnent de la même manière. Le personnage secondaire n'est pas simplement un appui de l'intrigue ou un appui du personnage principal, même si c'est souvent le cas. Le fait est qu'un personnage secondaire doit tout autant évoluer dans l'intrigue que le personnage principal. Il n'est pas obligé de manière aussi prononcée que son homologue, mais vu que le temps avance et que les choses changent, il est supposé avancer lui aussi. Le meilleur exemple à mon sens est celui de Castiel ou de Crowley dans la série Supernatural. Au début, ces deux personnages sont en bas de leur échelon. Castiel est un simple ange du paradis, tandis que Crowley est un passeur. Tandis que Castiel sera hôte de Léviathan, dieu sur terre touché par des sentiments humains, Crowley reprendra et perdra le trône des enfers successivement pendant l'absence de Lucifer. Ces deux personnages sont essentiels à la fois dans l'avancée de Dean et Sam Winchester, mais aussi dans leur propre manière d'avancer. Lorsque l'on rencontre Castiel, il est un ange dévoué au bien-être du peuple qui a créé son père, mais aussi dévoué au paradis. C'est un soldat qui se bat pour le bien-être de la terre. Mais face à une exposition prolongée aux émotions humaines et à la rude épreuve des frères Winchester, il sera exposé de nombreuses fois au danger, au changement, au doute. Toutes ces choses vont changer son monde psychologique sur la longueur, l'exposer à un changement de caractère dont Sam et Dean seront la cause. Tout comme Crowley qui, grâce aux actions des Winchester, gravira les échelons pour rejoindre le gratin des enfers. De son côté, sa psychologie est déjà formée, c'est physiquement qu'il gagnera des points. Toutefois, sur la fin de sa course, exposé à l'humiliation, à la douleur et aux émotions, il effectuera une évolution que l'on pourrait appeler inversée. Il deviendra plus faible et plus sensible, ses nouveaux pouvoirs ne suffisant plus. Je pourrais parler des heures et des heures de leur évolution pour la simple et bonne raison que Castiel et Crowley sont des personnages secondaires phares qui ont su tenir au minimum 8 saisons dans les pattes des Winchester contre vents et marées. Ce sont de bons personnages qu'on adore et auxquels on s'attache comme beaucoup de personnages récurrents qui ont pu faire place avant eux. C'est un gros point fort pour les séries dramatiques d'avoir des personnages récurrents attachants car dans la mesure où on ne peut pas tuer les personnages principaux, bon, Supernatural c'est une exception mais chut, si un personnage récurrent meurt et suscite la tristesse du public, c'est que vous avez gagné la partie.
Mais attention, un personnage secondaire trop attachant et vous perdez le public. Car oui, un personnage récurrent intéressant que l'on voit pas assez suscite la curiosité et la déception du spectateur. On aimerait en savoir un peu plus sur lui. Et c'est là que l'on vient faire naître le spin-off. Pour rappel, un spin-off est une série secondaire développée d'une première série, en général autour d'un personnage récurrent dont on veut connaître l'histoire et les continuités plus en détail. Entre autres, et jusqu'à aujourd'hui, on connaît Better Call Saul, The Original, Ravenswood, Once Upon a Time in Wonderland, Angel, American Dad et Cleveland Show, sans compter la gamme Doctor Who qui a su quand même nous régaler avec des spin-offs à foison. Ce n'est qu'un petit florilège des spin-offs et uniquement dans les séries bien sûr, vous pouvez vous renseigner sur internet au besoin. Mais du coup, vous allez me dire, c'est quoi le problème du spin-off? Beaucoup d'entre eux sont très bien et appréciés du public, pourquoi devrait-on en faire un caca nerveux? Eh bien pour une raison, on s'en fout. Le spin-off attire en général moitié moins de spectateurs sur les écrans parce que ce n'est pas assez intéressant ou attire un public dit de niche. Oui, on veut en savoir plus. Non, on ne veut pas en savoir à ce point. Beaucoup de séries spin-off sont en général victimes d'une baisse d'audience comme What in Wonderland, Cleveland Show, Torchwood, Joey, Ravenswood et ne sont pas reprogrammées par la suite. Très peu de séries comme Better Call Saul ou Angel ont l'honneur d'avoir un taux d'audience et une appréciation générale du public qui dépasse les 2 millions de téléspectateurs pour une moyenne de 3,5 sur 5 en note de review. Parce que les gens s'en fichent. Ils ne veulent pas une nouvelle série, ils veulent les informations dans la série qu'ils regardent déjà. C'est pour ça que malgré l'intérêt du personnage, on ne fait pas de spin-off sur River dans Doctor Who, car on en sait assez sur elle dans la série pour ne pas en vouloir plus. Mais je ne développerai pas l'analyse sur ce personnage car... spoilers. Et dans tous les cas, heureusement que les taux d'audience sont plus bas chez les spin-offs que dans les séries originales. Heureusement, car sinon ça veut dire que votre personnage secondaire, qui ne devait pas avoir une histoire plus prononcée que ça dans l'intrigue, est tout aussi intéressant que votre personnage principal alors que vous devriez vous intéresser uniquement à lui. Si votre personnage récurrent est suffisamment intéressant pour générer lui-même l'audience de la série principale, c'est sur lui qu'il fallait faire la série. Donc, en conclusion, il faut développer le personnage, mais pas trop non plus. Mais pas du tout le développer par contre. Si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est aussi pour vous parler d'un personnage qui me fait sincèrement mal au cœur. Il faut savoir qu'il y a des séries que je regarde en boucle quand je travaille, ça stimule mon cerveau, chut. Skins, Doctor Who, How I Met Your Mother, Championne à tout prix et Big Bang Theory. Au cas où on ne sait jamais, Big Bang Theory est une sitcom américaine de 2007 produite et réalisée par Chuck Lorre racontant l'histoire de Sheldon, Leonard et leurs amis scientifiques et geeks qui rencontrent Penny, une jeune femme rêvant d'être actrice. Leur histoire va donc évoluer au fil des saisons, chaque personnage avançant à son rythme, chacun trouve son compte dans les relations qu'il développe, dans les changements de route qu'il prend, etc. Tous sauf un. Cette série est extrêmement bien faite car même les personnages récurrents ont droit à leur avancée, aussi légère soit-elle. Zach est toujours aussi bête, mais il trouve une femme avec qui il se marie et projette d'avoir des enfants. La mère de Léonard devient plus aimante et plus compatissante. La mère de Sheldon commence à revivre une vie de femme sans son mari décédé. Barry Kripke avance dans ses recherches notamment grâce à l'aide de Amy. Burt gagne un prix célèbre et devient riche. Avant son décès, la mère d'Howard recommençait à vivre et à être plus heureuse. Will Wheaton se fait pardonner auprès de Sheldon et se montre plus compatissant. Bref, tout le monde a le droit à sa part de bonheur. Sauf un. Voici Stuart. Hello. Stuart est le propriétaire de la boutique de BD où vont le groupe de Joyeux Luron. Il tient la boutique depuis la saison 2 et jusqu'à aujourd'hui, il fait partie des personnages récurrents que l'on voit assez souvent dans la série. Et pourtant, qu'est-ce qu'il en bave le pauvre? Car au tout début de la série, il est déjà décrit comme pauvre. Pour autant, il apporte Penny, lui propose un rencard, n'a pas l'air si mal en point que ça d'un point de vue de santé. Et on ne sait comment, un jour, il est pauvre, vit dans l'appartement de sa boutique, n'est apprécié de personne, identifié comme un pervers, glauque et vraiment pas social. Et ça pendant 7 saisons. Il n'aura jamais de vraie copine identifiable, le groupe l'oublie toujours dans leurs soirées, ils commencent sans lui, font des soirées sans lui, il faudra attendre le départ de Howard pour qu'on lui accorde un peu d'amitié. Et encore, on le coupe dans ce qu'il dit sans aucune pitié, on est content de le voir partir, on n'est jamais content de l'inviter, ou si, mais pour faire des tests. Sa boutique part en fumée et on l'accuse de l'avoir fait volontairement, il est sous antidépresseur, son psy s'est suicidé à cause de lui, des animaux lui posent des lapins, mais sincèrement, qu'a fait ce mec pour mériter ça ? Sans vouloir spoiler et sans trop entrer dans les détails, le premier moment où on voit Stuart heureux est lorsqu'il commence à s'occuper de la mère d'Howard, et même là, il est considéré comme un parasite, une sangsue dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et même quand il arrive à partir de lui-même, il finit par ne plus pouvoir payer le loyer. Enfin, je sais pas vous, mais moi quand je prends un appart, on me demande mon salaire avant. Pourquoi Stuart arrivait très bien à payer ce nouveau logement et au final se retrouve de nouveau dans la panade? Il faudra attendre la saison 10 pour que le personnage le moins enclin au relationnel, à savoir Sheldon, montre une véritable
affection envers Stuart, certes à sa manière, et l'épisode 21 de la saison 11 pour qu'il rencontre une fille qui s'intéresse enfin à lui. Pourquoi autant de cruauté ? Comme je vous ai dit, c'était pour parler un peu de ce coup de mal au cœur que j'avais pour ce personnage, mais pas uniquement pour lui. C'est un mal de cœur pour les persos que j'appelle les personnages sacrifices et que je définirais ainsi. Tout personnage victimisé ou mis à l'écart par un personnage principal uniquement parce qu'il est plus gentil et plus faible, le tout pour servir le rire du public. Aujourd'hui, je n'ai que 3 exemples, notamment dans les sitcoms, mais je cherche à voir si c'est un pattern régulier de ce genre de série en explorant le sujet ou si c'est une simple coïncidence. À titre d'exemple, que vous voyez où se dirige mon propos, je pense par exemple à Monique dans How I Met Your Mother qui se fait victimiser par Robin, même quand elle récupère un sac alors que ce dernier était aux mains de voleurs. Monique est adorable et une très bonne amie, pourtant Robin n'a de cesse de lui hurler dessus. Pourquoi ? Plus récemment, j'ai commencé Scrubs et je l'ai vu. Oui, ce personnage dans le fond qui fait tellement de peine qu'on a envie de le câliner dans ses bras. Ted. Non mais franchement, ce moment où c'est son anniversaire et que personne ne lui souhaite, et qu'au moment où il arrive avec son petit cupcake et sa bougie, il tombe sur Bob Kelso. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est comme tomber sur un dragon alors que tu venais juste récupérer ton sac de couchage, à peu de choses près. Bon, je ne sais pas comment va évoluer le personnage par la suite, mais pour le moment, on a vraiment de la peine pour lui. En vrai, je comprends l'humour, car on rit par pitié. On ne rit pas vraiment d'eux, ni même avec ceux qui se moquent. On a plus de la peine pour eux. Mais moi, j'ai trop de peine. Je m'attache vraiment aux persos et si je trouve qu'ils sont injustement mis de côté, même au-delà de l'humour, j'ai du mal à rire. Surtout que ce ne sont pas des personnages négatifs. En soi, même si Stuart est un peu bizarre, que Monique est un peu too much et trop collante, et que Ted est vraiment mou, ce sont des personnages pas méchants pour un sou, qui en général vont dans le sens du personnage, même quand ce dernier les contredit. Je trouve ça dommage de ne pas avoir une évolution plus prononcée pour eux et qu'ils ne soient définis que par le personnage principal qui leur fait la misère. On leur donne un peu de lumière et pouf, plus rien pendant un long moment. Heureusement, ces personnages ne sont pas vraiment seuls. Ted a ses collègues, Monique s'entend bien avec tout le monde au travail et Stuart a quand même quelques amis hors du groupe de Big Bang Theory. Au final, pour conclure tout cet épisode avec lequel on retourne aux longs épisodes de ma chronique, les personnages secondaires ou récurrents ne sont pas uniquement des objets de décoration qui sont utiles aux personnages principaux quand il lui faut. Ce sont aussi des personnages qui avancent avec l'intrigue et qui ont besoin d'évoluer, ne serait-ce qu'un peu. C'est un peu comme imaginer que lorsque vous quittez le travail, vos collègues vivaient en pause et n'avançaient que lorsque vous êtes avec eux. Que lorsque vous quittez le dîner de famille, votre oncle Georges était bloqué avec son verre de pastis dans la main. Non, tout avance, la vie n'est pas différente du cinéma. Bien sûr, on ne peut pas vivre au cinéma comme dans la vie, cela demanderait trop de travail d'écriture. Cependant, on peut en faire quelque chose, essayer de montrer que le personnage avance, même si parfois le temps peut se figer pour lui. Mais stagner pendant 10 saisons comme Stuart, c'est pas malin. Je vais essayer de couper court afin de ne pas vous noyer sous des tonnes d'informations, surtout que le sujet est assez dense comme vous avez dû sûrement le comprendre. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, l'espace commentaire est toujours ouvert, je réponds généralement assez rapidement et j'essaye de couvrir un peu les blancs que je peux laisser parfois en écrivant. Aussi, je peux faire un autre épisode à ce sujet si vous avez besoin de plus de développement à ce sujet. Pour le moment, c'est la fin de ce nouvel épisode. Je souhaite vous remercier de continuer à vous abonner, c'est toujours un plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai d'autres sujets d'épisodes en cours d'écriture, donc j'espère que vous pourrez en voir des brides dans les prochaines semaines. Je vous souhaite de super mois de je ne sais quelle saison qu'il sera quand vous regarderez, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. See ya! When